Question numéro 3. Qu'est-ce que la théorie des déficits jumeaux et quelles sont ses éventuelles limites? Donc, la théorie des déficits jumeaux se fonde sur des équations comptables fondamentales du pays et en premier lieu l'équilibre emploi-ressources qui vous est reproduit sur la première ligne. Les ressources à gauche, Y plus M, sont égales à l'ensemble des utilisations que l'on peut en faire, consommation, investissement, exportation ou dépenses publiques. Donc, dans cette version de l'équilibre emploi-ressources, on a bien isolé les dépenses publiques. Prenons désormais ensuite en considération l'équation de répartition des revenus. Y, la production donne lieu à une distribution de revenus qui sont taxés, T, consommés, C, ou épargnés, S. D'où, si on regroupe les deux équations, celle-ci, qui, en la simplifiant et en passant tous les éléments qui ont trait au solde commercial à gauche, nous donne X moins M égale S moins I plus T moins G. Autrement dit, le solde commercial est égal à la somme de la capacité de financement privé et du solde public. De fait, nécessairement, si la capacité de financement privé est inchangée, ou pour le dire autrement, si S-I reste constant, on voit que le solde commercial du pays et le solde budgétaire des administrations publiques sont parfaitement corrélés. Si l'un s'améliore, l'autre aussi. Si l'un se dégrade, l'autre aussi. C'est ce parallélisme qui justifie de qualifier les deux soldes de deux jumeaux. Et donc, on dira de déficit jumeaux si les deux sont négatifs. L'expression est devenue populaire aux États-Unis au début des années 80 parce qu'à l'époque, semble-t-il, elle correspondait à la réalité. On peut effectivement trouver une certaine logique à cette approche. Le déficit public, a priori, augmente la demande et donc risque d'augmenter les importations et de creuser le déficit commercial. On peut également considérer que le déficit public va peser sur les taux d'intérêt, enfin, va faire croître les taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, et attirer les capitaux, ce qui va conduire mécaniquement à un creusement du déficit commercial. En outre, l'afflux de capitaux provoque une appréciation du dollar qui va nuire à la compétitivité américaine. Cette théorie est souvent attribuée à Martin Feldstein. Pourtant, il en a surtout en fait rappelé les fragilités, notamment dans un article de 1992 qui s'appelle « The Budget and Trade Deficits aren't really twins ». Donc, ce ne sont pas des vrais jumeaux, ou ce ne sont pas vraiment des jumeaux plutôt. Cette théorie, pour lui, est toujours meilleure que l'accusation en vigueur au début des années 80 aux États-Unis qui attribuait le déficit extérieur au protectionnisme japonais. Cependant, cela reste une théorie qu'il juge extrêmement insuffisante et extrêmement fragile. D'abord, il rappelle qu'il existe sans doute d'autres causes au déficit américain au début des années 80. Il y a la récession dans les PED, au Mexique, dans toute l'Amérique latine, donc moins de débouchés pour les exportations américaines. Il y a les réformes de Deng Xiaoping, qui rendent l'agriculture chinoise plus productive et qui la rendent donc moins dépendante des importations agricoles venant, par exemple, des États-Unis. Il y a Taïwan, la Corée, qui deviennent des pays industriels performants, qui sont capables de concurrencer beaucoup de production américaine. Ensuite, et surtout d'ailleurs, Feldstein insiste bien sur le fait que la théorie des déficits jumeaux n'a fonctionné que de manière fortuite au début des années 1980, en raison principalement peut-être de la stimulation à l'investissement privé qui a été procurée par les réductions de taxes de l'administration Reagan. Donc, effectivement, malgré le creusement du déficit budgétaire, il n'y a pas eu de réduction de l'investissement privé. Ce n'est pas le cas dans la majorité des cas. Feldstein et Bakheta, dans un livre, donc ils ont écrit un article dans un livre en 1991, dans lequel ils montrent qu'en moyenne, 1 $ de plus de déficit budgétaire se traduit par 86 cents, à plus ou moins 15 cents près, d'investissement privé en moins. Autrement dit, le déficit budgétaire provoque un effet d'éviction sur l'investissement domestique bien plus qu'il ne provoque, selon eux,
en moyenne un déficit extérieur, et ceci sur un échantillon de 13 pays riches entre 1970 et 1985. Alors, sur le graphique qui est reproduit donc, sur le document Word, on s'aperçoit que donc vous avez en parallèle le solde budgétaire d'après donc, le Congressional Budget Office et le solde des biens et services américains d'après la Banque mondiale sur la même période, fin des années 60 jusqu'à 2007. On se situe donc début des années 80, au moment où la théorie des déficits jumeaux devient populaire, dans une phase de fort creusement du déficit budgétaire, donc c'est les débuts de l'administration Reagan, et à ce moment-là, on voit également un fort creusement du déficit commercial. Autrement dit, la thèse des déficits jumeaux est vérifiée à ce moment-là. Mais vous voyez qu'il existe bien des moments où elle ne l'est pas du tout, en particulier au tournant du XXIe siècle, lorsque, grâce à la forte croissance économique liée à Internet, liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a eu une sérieuse amélioration du solde budgétaire américain et même, vous voyez, 4 années d'excédent. Eh bien, on a eu cependant un creusement du déficit commercial américain. C'est donc que dans ce cas-là, l'investissement domestique, la consommation domestique ont été extrêmement dynamiques et ont bien plus que compensé l'amélioration du solde budgétaire donc à la fin de l'administration Clinton. Voilà, ce graphique illustre donc la fragilité d'une théorie qui repose principalement sur le fait que S-I reste constant. Mais S-I n'a aucune raison de rester constant. C'est ce que suggère Feldstein lui-même dans ses différentes études empiriques.